Au début, c'était un vrai désastre, mais lorsque nous avons réussi à nettoyer les échantillons, nous avons obtenu un ADN vraiment pur qui nous a permis de recueillir des informations sur lui et notamment sur ses origines. Il est possible que les anciens astronautes enseignaient aux Égyptiens que la momification était un moyen de préserver leur information génétique dans l'ADN. Pendant plus d'un siècle, le roi Toutankhamon a été considéré comme l'enfant prodige de l'Égypte jusqu'à ce que l'ADN révèle la supercherie. Je n'ai jamais rien vu de tel. Des scientifiques ont découvert une lignée cachée d'inceste, de maladies et d'ascendance étrangère si troublante qu'elle a failli réécrire l'histoire égyptienne. Paludisme, difformité et effondrement génétique, ce n'était que le début. En examinant de plus près son tombeau et l'absence de son cœur, ils ont réalisé que quelque chose manquait de façon flagrante. Cette absence pourrait indiquer que Toutankhamon avait besoin de soins urgents loin des embaumeurs les plus réputés. Ils ont alors compris que le jeune roi n'était pas seulement malade. Il avait peut-être été enterré pour dissimuler le secret le plus sombre d'une dynastie, l'union interdite qui a changé l'histoire égyptienne. Pendant des siècles, la statue dorée de Toutankhamon, le jeune roi incrusté de lapis lazuli d'or et de turquoise, a trôné comme un symbole de la puissance de l'Égypte antique. Mais en 2010, cette image idyllique s'est brisée sous le microscope. Grâce à l'ADN extrait de ses os fragiles, des scientifiques du musée égyptien du Caire ont confirmé un fait jusque-là inconnu et profondément troublant. Toutankhamon était le fruit d'une union entre un frère et une sœur germaine. Son père Akhenaton, le pharaon révolutionnaire, qui avait tenté de bouleverser le système religieux égyptien, l'avait eu avec sa propre sœur dont l'identité avait longtemps intrigué les historiens. La momie étiquetée « la jeune femme » s'avéra être celle de cette sœur sa mère. Ce n'était pas un cas isolé, il s'agissait d'une stratégie dynastique. La royauté égyptienne antique se croyait issue des dieux et considérait le mariage entre frères et sœurs comme un moyen de préserver cette lignée divine. Mais ce qui était jadis sacré est aujourd'hui perçu comme génétiquement désastreux. Cette révélation a stupéfié même les égyptologues les plus chevronnés. Pourquoi? Parce que cela n'expliquait pas seulement les graves problèmes de santé de Toutankhamon, comme son pied de bout, sa scoliose, et une possible épilepsie, mais aussi la chute d'une dynastie entière. Cela confirmait que la dernière grande lignée de la 18e dynastie s'était autodétruite biologiquement pendant des générations. Un patrimoine génétique appauvri par les intrigues royales avait engendré un garçon si fragile qu'il avait besoin d'une canne pour marcher et qu'il était peu probable qu'il puisse avoir un héritier en bonne santé. Et pourtant, son épouse Ankhesenamun, également sa demi-sœur, devait avoir des enfants. Leurs 2 filles momifiées étaient mort-nées, mais ce n'est que le début de ce que son ADN a révélé. Car en étudiant de plus près ces gènes, les scientifiques ont compris que la vérité sur la lignée de Toutankhamon ne se limitait pas à l'identité de ses parents. Le secret résidait dans ce que dissimulait cet ADN. La bombe génétique à retardement à l'intérieur du cercueil doré. Les scanners et les analyses ADN effectuées sur le corps de Toutankhamon ont révélé non pas 1 ou 2 problèmes de santé, mais un ensemble terrifiant de malformations congénitales. Toutankhamon souffrait d'une fente palatine, d'une scoliose de vertèbres soudées d'un pied-botte et d'une nécrose du pied gauche qui le rendait presque incapable de marcher. Si ces affections ont stupéfié les chercheurs, elles ont également soulevé une autre question. Comment un adolescent pouvait-il porter un tel fardeau génétique? La réponse ne résidait ni dans le mythe, ni dans la magie, mais dans ses chromosomes. L'équipe d'analyse ADN a découvert que Toutankhamon n'était pas seulement le fruit d'une union incestueuse. Son génome présentait des signes de consanguinité multigénérationnelle.
Cela signifiait que la charge génétique, la probabilité de mutation délétère, s'était accumulée pendant des générations. Plus étrange encore, parmi la centaine de cannes découvertes dans le tombeau de Toutankhamon, plusieurs portaient des traces d'usure quotidienne et non d'usage cérémoniel. Certaines étaient ébréchées, d'autres réparées. Il ne s'agissait pas d'un simple accessoire royal, mais d'un outil vital. Certains chercheurs pensent aujourd'hui qu'il a pu s'appuyer sur des béquilles pendant la majeure partie de sa courte vie, apparaissant même dans des œuvres d'art chassant depuis un char non par souci d'exactitude historique mais à des fins de propagande. Mais l'horreur génétique ne se limite pas aux os et aux malformations congénitales. L'une des découvertes les plus glaçantes a été la présence d'ADN du paludisme tropical à souche, la plus mortelle connue de l'homme. Trouvée dans la dépouille de Toutankhamon, cette ADN a probablement porté le coup de grâce à un organisme déjà affaibli. Selon le Journal of the American Medical Association, il s'agit du plus ancien cas de paludisme confirmé génétiquement de l'histoire et, combiné à sa malformation du pied, il a vraisemblablement entraîné des complications fatales telles qu'une septicémie ou une pneumonie. Toutankhamon n'est pas seulement mort jeune, il a peut-être terriblement souffert en silence. Et pourtant, au milieu de cette douleur, un autre mystère planait qui l'a enterré et pourquoi sa tombe a-t-elle été préparée si hâtivement remplie d'objets qui n'étaient peut-être même pas destinés à lui. La prochaine découverte génétique allait bouleverser l'égyptologie. Le tombeau hétéroclite et le mystère de son héritage disparu. Pour un pharaon dont la mort a bouleversé l'histoire, Toutankhamon fut enterré comme une simple note de bas de page. Son tombeau répertorié sous la référence KV62 était étonnamment petit pour un roi exigu décoré avec maladresse et dépourvu de la grandeur de ceux de ses prédécesseurs. Certains historiens ont longtemps attribué sa mort à un décès soudain, mais les analyses ADN révèlent aujourd'hui une dimension bien plus troublante à cette histoire. Selon cette théorie, Toutankhamon n'aurait pas dû mourir si jeune. De plus aucun tombeau n'avait été préparé pour lui. Son inhumation fut une véritable course contre la montre et certains trésors déposés avec lui pourraient même ne pas lui avoir appartenu. Des preuves indiquent que nombre d'objets, meubles, bijoux et même le célèbre masque d'or pourraient avoir été réutilisés provenant peut-être d'autres membres de la royauté, voire de femmes. Le revers du masque porte des traces, indiquant que le nom original a été effacé et remplacé par celui de Toutankhamon. L'un des sanctuaires présente une iconographie associée à une pharaone, peut-être Neferuaten, une figure que certains érudits pensaient être Nefertiti, elle-même régnant sous un autre nom. L'étude ADN a confirmé que la lignée maternelle de Toutankhamon était liée à cette figure royale puissante, mais toujours insaisissable, ce qui soulève une théorie troublante. Toutankhamon a-t-il été enterré avec les objets de sa belle-mère, pire encore dans son tombeau? Plus troublant encore est le mystère qui entoure la disparition de son cœur. Dans les rites funéraires égyptiens traditionnels, le cœur était l'organe le plus sacré essentiel pour le jugement dans l'au-delà. Lors de l'embaumement de Toutankhamon, son cœur et son sternum avaient complètement disparu, non seulement retirés, mais apparemment brûlés ou détruits. Pourquoi l'élément le plus vital de l'identité spirituelle d'un pharaon aurait-il été absent? S'agissait-il d'un accident d'un travail bâclé suite à sa mort? Ou était-ce intentionnel? Certains théoriciens pensent que la mort de Toutankhamon pourrait avoir déclenché une tentative de dissimulation au palais. Son successeur, Ay, qui lui succéda immédiatement, fut vizir et est peut-être celui qui l'inhuma. Le nom d'Ay apparaît en évidence sur des objets funéraires, ce qui laisse penser qu'il aurait usurpé le trône, enterré Toutankhamon en secret et effacé une partie de son héritage. D'autres avancent que la momification ratée était due à l'utilisation excessive de résine, qui aurait littéralement cuit le corps lors de l'inhumation. Mais si la dissimulation n'était pas politique, mais biologique. Car une fois les résultats ADN d'autres momies royales
révélés. Il s'est avéré que Toutankhamon n'était pas le seul à présenter des marqueurs génétiques troublants. Toute la 18e dynastie pourrait avoir été compromise. Toutankhamon n'était que la victime la plus visible. L'étude des 11 momies révèle une dynastie ravagée par l'effondrement héréditaire. Lorsque le Conseil suprême des antiquités égyptiennes et une équipe internationale de généticiens ont lancé au début des années 2000 un projet d'étude de 11 momies royales de la 18e dynastie, leur objectif était simple: reconstituer l'arbre généalogique du roi Toutankhamon. Or, leurs découvertes ont révélé une véritable tragédie biologique. Il ne s'agissait pas de simples momies, mais de cas d'école de dégénérescence dynastique. L'analyse ADN a mis au jour un schéma de mutation partagé sur plusieurs générations des anomalies non seulement propres à Toutankhamon, mais courantes dans sa famille proche et éloignée. L'équipe a utilisé des marqueurs STR autosomiques pour confirmer la filiation et identifier les caractères récessifs. Ce qui a émergé était horrifiant. Le père de Toutankhamon Akhenaton, longtemps représenté avec des traits étrangement féminins et un crâne allongé, présentait de forts indicateurs du syndrome de Marfan, une maladie génétique qui affecte le tissu conjonctif, entraînant souvent une taille anormale, une cage thoracique étroite, une scoliose et des problèmes cardiovasculaires. Sa représentation exagérée dans l'art autrefois considérée comme symbolique pourrait avoir été fondée sur une vérité biologique. Plus loin dans le passé, Amenhotep III, le grand-père de Toutankhamon, présentait des signes de malformation dentaire et d'arthrose et avait un crâne épaissi, peut-être une autre conséquence de troubles squelettiques héréditaires. Plusieurs momies féminines, dont la plus âgée que l'on pense être la reine Tiye, grande-mère de Toutankhamon, présentaient des signes d'artériosclérose, preuve que la dégradation de la santé n'était pas l'apanage des souverains masculins. Plus alarmant encore étaient les cas des 2 fœtus morts-nés découverts dans le tombeau de Toutankhamon, dont l'identité génétique avec ses filles a été confirmée. Leurs restes conservés présentaient des déformations crâniennes et des anomalies de développement probablement dues à une consanguinité combinée des lignées paternelles et maternelles. Ces enfants restés à jamais nommés représentaient le dernier écho de la dynastie. Les scientifiques ont commencé à qualifier l'arbre généalogique de cette dynastie de tourbillons génétiques. Et le détail le plus troublant, parmi les 11 momies examinées, aucune n'était totalement exempte de signes de maladie héréditaire. Certaines étaient nées fragiles, d'autres moururent jeunes. Quelques-unes ont peut-être régné tout en souffrant secrètement de douleurs chroniques, de problèmes cardiaques ou de troubles de l'apprentissage. L'empire qu'elles gouvernaient paraissait puissant, mais derrière leur tombeau doré, leurs souverains se consumaient de l'intérieur. La chambre secrète derrière le tombeau de Toutankhamon, une reine dans les murs. Alors que les historiens pensaient que tous les secrets de Toutankhamon avaient été dévoilés, une théorie stupéfiante a émergé près d'un siècle après l'ouverture de son tombeau. Il se pourrait qu'il existe d'autres chambres cachées derrière les murs de sa tombe. En 2015, l'égyptologue britannique Nicholas Reeves examina des scans haute résolution des murs nord et ouest du tombeau et fit une découverte stupéfiante. Les contours de portes, jusque-là invisibles, dissimulés sous des couches de plâtre et de peinture. Selon sa théorie, l'une de ces portes scellées pourrait mener au tombeau perdu de la reine Nefertiti elle-même. Les implications étaient considérables. Reeves pensait que Toutankhamon avait été inhumé dans un tombeau initialement construit pour une reine, probablement Nefertiti, et qu'en raison de sa mort subite, il avait été placé dans la chambre avant de sa sépulture. Ceci pourrait expliquer pourquoi le tombeau était si petit, de forme étrange et rempli d'objets qui n'avaient pas été initialement destinés à lui. Cela suggérerait également que la véritable sépulture de Nefertiti, l'une des figures les plus mystérieuses de toute l'histoire égyptienne, se trouve à quelques mètres seulement derrière un mur intact, resté intact pendant plus de 300 ans. Mais ce qui rendait cette théorie encore plus fascinante et troublante, c'était que des relevés radars effectués par le ministère égyptien des Antiquités semblaient révéler des anomalies compatibles avec des cavités cachées.
Les murs n'étaient pas de simples éléments décoratifs. Ils dissimulaient une architecture. L'idée que le tombeau de Toutankhamon puisse n'être que la façade d'un complexe bien plus vaste a déclenché une véritable frénésie mondiale. Serait-ce le dernier chapitre de la saga d'Amarna, scellé pour cacher non seulement le destin d'un souverain, mais la chute de toute une dynastie? À ce jour, aucune fouille officielle ne permit de percer le mur. Les complications politiques, les impératifs de conservation et les vifs débats universitaires ont freiné les progrès. Mais la théorie persiste. Certains experts pensent qu'il existe une raison pour laquelle le mur n'a pas été percé. Il pourrait non seulement abriter un autre tombeau, mais aussi la preuve d'une dissimulation royale. Si Nefertiti est véritablement enterré derrière ce mur, cela bouleverserait tout ce que nous savons de la mort de Toutankhamon, de sa succession et de la chute de la dynastie la plus controversée d'Égypte. Ironie du sort. Toutankhamon, jadis presque effacé de l'histoire, pourrait encore garder le plus grand secret de tous, une lignée étrangère, la lettre hittite qui a tout changé. Dans le chaos qui suivit la mort de Toutankhamon, l'un des épisodes diplomatiques les plus mystérieux de toute l'Égypte antique se déroula, et de nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'il est directement lié à l'ADN du pharaon. Gravé dans les archives d'argile de Hattusa, capitale de l'Empire hittite, se trouve une lettre qui allait bouleverser le monde de l'archéologie. Dans cette lettre, une reine égyptienne, veuve, très probablement Ankhesenemone de Misar, et épouse de Toutankhamon, adresse un appel désespéré au roi hittite Suppiluliuma Ier. « Mon épouse est morte. Je n'ai pas de fils. On dit que vous avez beaucoup de fils. Envoyez-m'en un. Il sera mon époux et roi d'Égypte. » C'était sans précédent. Jamais une reine égyptienne n'avait demandé à un roi étranger d'envoyer son fils régner comme pharaon. La raison, selon certains historiens, résidait non pas dans la politique, mais dans la génétique. Après l'effondrement de la 18e dynastie marquée par la consanguinité, il ne restait plus de prince en bonne santé. Mais l'histoire prend une tournure plus sombre. Le prince hittite Zananza aurait été envoyé, mais il n'y parvint jamais. Il fut assassiné en chemin, très probablement par des fidèles d'Ay ou de Horemheb qui craignaient une prise de pouvoir étrangère sur la couronne égyptienne. S'agissait-il d'un coup d'État visant à anéantir définitivement la dynastie d'Amarna? Certains érudits l'affirment. D'autres murmurent que l'assassinat était une opération de dissimulation pour empêcher le peuple égyptien de découvrir que les rois dieux n'avaient plus de Dieu. La lignée divine de la dynastie n'était plus divine. Elle s'effondrait sous le poids de ses propres secrets. Plus troublante encore, Ankhesenemone disparaît de l'histoire peu après cette lettre. Son tombeau n'a jamais été retrouvé. Son nom fut effacé, tout comme celui de Toutankhamon. Certains pensent qu'elle fut contrainte d'épouser Ay. D'autres suggèrent qu'elle fut éliminée pour empêcher la vérité de se répandre. La famille royale était génétiquement condamnée et l'Égypte avait failli être remplacée par une dynastie étrangère. Cette lettre découverte non pas en Égypte, mais dans l'actuelle Turquie, demeure l'une des preuves les plus troublantes que l'ADN de Toutankhamon n'a pas seulement mis fin à une lignée, mais a failli renverser un empire. La preuve irréfutable dans l'ADN de ses grands-parents, une malédiction plus profonde encore héritée de sa lignée. Alors que le monde entier se concentrait sur l'ADN de Toutankhamon, des scientifiques ont discrètement étendu leurs recherches au-delà de ses parents directs. Leur découverte dans le matériel génétique de ses grands-parents les ont stupéfiés. En 2010, dans le cadre de la même étude, publiée dans le JAMA, des chercheurs ont analysé les restes de Yuya et Tuya, que l'on pense être les grands-parents maternels de Toutankhamon. De prime abord, ils semblaient être des cas particuliers, des personnes n'appartenant pas à la famille royale qui avaient accédé à un rang élevé sous le règne d'Amenhotep III, mais les tests ADN ont révélé une chose choquante.
Il n'avait aucun lien génétique avec la lignée de la 18e dynastie. En effet, certaines données médico-légales suggéraient que les traits de Yuya, la structure de son visage, et l'état de conservation exceptionnel de sa dépouille ne correspondaient pas au profil égyptien typique de l'époque. Cela a ouvert la voie à une théorie radicale. La famille de Toutankhamon aurait-elle pu compter des ancêtres étrangers originaires de Syrie ou d'Anatolie, secrètement intégrés à la lignée royale? Certains archéologues soulignent aujourd'hui le nez aquilin particulièrement long de Yuya, son profil aux traits européens et sa sépulture avec des objets funéraires non égyptiens comme autant d'indices d'une possible origine extra-égyptienne, peut-être du royaume du Mitanni, un peuple de langue Hurrite dont les princesses étaient fréquemment mariées à des membres de la royauté égyptienne dans le cadre d'alliances politiques. Si cette hypothèse s'avère exacte, l'ADN de Toutankhamon n'aurait pas seulement été altéré par l'inceste, mais aussi par un choc des cultures et des enjeux politiques. La dynastie d'Amarna pourrait avoir été une dynastie hybride fusionnant du matériel génétique égyptien et étranger tout en s'efforçant désespérément de préserver une image divine par la consanguinité. Cet héritage génétique à double tranchant pourrait expliquer pourquoi tant de traits physiques des statues de l'époque d'Amarna. Crâne allongé, yeux en amande, pommettes hautes, ne correspondent ni à l'art égyptien typique, ni à celui de l'époque postérieure. Plus troublant encore, certains marqueurs génétiques de Toutankhamon n'ont jamais été entièrement identifiés. À ce jour, certains allèles de son ADN mitochondrial apparaissent rares ou anormaux, suggérant soit une mutation, soit une ascendance non répertoriée. Certains théoriciens marginaux ont même suggéré qu'il s'agissait d'une preuve de manipulation délibérée du génome royal, tandis que les scientifiques reconnus l'attribuent à une mutation générationnelle causée par la consanguinité. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, l'histoire génétique de Toutankhamon ne commence pas avec lui. Elle pourrait remonter à 2, voire 3 générations. Le débat autour de l'ADN qui a secoué l'Égypte et les raisons pour lesquelles les résultats ont failli être étouffés. Après la publication de l'étude ADN de 2010 sur Toutankhamon qui a stupéfié le monde, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit universellement saluée comme une avancée historique. Mais en Égypte même, la réaction a été bien plus explosive et politisée. Quelques jours après la publication de l'article dans le JAMA, de vifs débats ont éclaté au sein des milieux universitaires et parlementaires égyptiens, non pas au sujet des révélations d'inceste, mais au sujet de ce que l'ADN semblait également suggérer quant à l'identité raciale de Toutankhamon. Ces découvertes ont déclenché une véritable tempête qui a failli faire dérailler l'ensemble du projet. Lorsque Discovery Channel a diffusé un documentaire sur ses résultats, celui-ci incluait des reconstitutions faciales de Toutankhamon basées sur des données génétiques et crâniennes. L'image qui en a résulté a choqué de nombreuses personnes. Toutankhamon semblait avoir le teint plus clair et des traits proches de ceux des Européens. Certains scientifiques occidentaux ont souligné que des haplogroupes similaires à ceux présents dans l'ADN de Toutankhamon avaient également été découverts chez des populations eurasiennes occidentales modernes, y compris en Europe. Cela a engendré un malentendu dangereux et fortement politisé, laissant entendre que le roi Toutankhamon était peut-être plus caucasien qu'égyptien. La réaction en Égypte fut immédiate. Des hommes politiques, des universitaires et des institutions culturelles ont accusé l'équipe de recherche de partialité coloniale, affirmant que la reconstitution visait à blanchir un pharaon et à effacer ses racines africaines. L'ancien ministre des Antiquités, Zahi Hawass, qui avait initialement autorisé le projet d'analyse ADN, s'est soudainement désolidarisé de l'interprétation publique des résultats. Il a déclaré catégoriquement que Toutankhamon était 100% égyptien et a demandé des restrictions sur la diffusion des données génétiques brutes.
La controverse a pris une telle ampleur que l'Égypte aurait bloqué toute nouvelle recherche ADN sur les momies royales pendant des années après l'incident. En coulisses, l'identité nationale égyptienne était en jeu. Toutankhamon n'était pas seulement un roi de l'Antiquité. Il était un symbole moderne de la fierté du tourisme et de la souveraineté égyptienne. L'idée que des laboratoires étrangers puissent utiliser son ADN pour suggérer une ascendance étrangère, eurasienne, mythanienne ou autre, était perçue par certains comme une forme d'impérialisme scientifique. D'autres soutenaient que la science devait s'affranchir des frontières, mais la vérité était désormais politiquement explosive. Finalement, la controverse elle-même est devenue partie intégrante de l'héritage de Toutankhamon. Un adolescent mort il y a 300 ans, probablement incapable de marcher sans canne, et paradoxalement déclenché un débat moderne sur la race, le nationalisme, la science et la propriété de l'identité ancestrale. Son ADN, toujours conservé dans les archives gouvernementales, demeure au cœur de l'un des débats archéologiques les plus sensibles du 21e siècle. Quels autres secrets pourraient être enfouis dans l'ADN ancien? D'autres pharaons pourraient-ils cacher des vérités similaires? Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mystères qui ne demandent qu'à être percés.